Aujourd'hui, l'édito du site psycho-criminologie.com va vous parler du tueur en série. Le tueur en série, qui est-il ? La définition qui entoure le concept du tueur en série est complexe. En effet, il n'existe pas un type de tueur en série, mais plusieurs types de tueurs en série, ce que nous allons détailler. S'ils sont donc de plusieurs types, ils se retrouvent néanmoins sur certains points que le recoupe, notamment sur le nombre de victimes, le temps qui peut s'écouler entre les meurtres, le type de victime et le comportement adopté par le tueur. Cependant, ces critères peuvent se montrer mouvants. En effet, alors que les chercheurs Holmes et Holmes, en 1994, notifiaient qu'une période de 30 jours devait s'écouler entre les meurtres pour déclarer qu'il s'agit d'une série, on sait que certains tueurs ont une période de préparatoire appelée the cooling off period, la période de réflexion, plus courte entre leurs deux premiers meurtres. On pourra les appeler alors spree killer, meurtre sans période d'arrêt ou période de quelques heures, jours entre les deux. D'autres définitions élargissent le phénomène des tueurs en série, en mettant en avant le nombre de meurtres, un minima de 3 ou de 4 sur une durée indéterminée et caractérisé par une méthode particulière et un motif précis. Le tueur en série est donc un homme ou une femme, qui n'est pas un tueur dit de masse ni un tueur multiple. Exemple, quelqu'un qui tue tous les membres de sa famille sera considéré comme un tueur multiple, mais pas un tueur en série. Ou quelqu'un qui tire dans une foule, dans une même journée, sera considéré comme un tueur de masse. Le tueur de masse, d'ailleurs, sera rangé dans la catégorie spree killer parce qu'il tue dans un laps de temps très rapproché. Selon le FBI, la majorité des meurtres en série seraient à connotation sexuelle si on accepte les tueurs d'opportunité, argent, raisons économiques, les anges de la miséricorde, les infirmiers, les tueuses post-partum, etc. Les crimes trouveraient leurs origines dans une enfance traumatique avec sévices ou dans le cadre d'une famille dysfonctionnelle, un père absent, une mère dominatrice, une problématique psychologique, une agression sexuelle subie. Le tueur en série a aussi affaire à ce que l'on appelle la triade, torture d'animaux, énurésie, c'est-à-dire faire pipi au lit, et pyromanie, mettre le feu. Mais ce n'est pas le cas pour tous les tueurs. On notera cependant que beaucoup d'entre eux rempliront au moins une des 3 cases de la triade, voire au minimum 2. La majorité a eu affaire à la justice durant leur adolescence, avec des actes de petite et de moyenne délinquance, comme le vol, le cambriolage, l'agression, et qui vont monter en problématique. Les agressions vont devenir plus fréquentes et plus violentes. Certains sont des tueurs récidivistes comme Ed Kemper qui a tué ses grands-parents et s'est fait enfermer en institution à l'âge de 15 ans avant de repasser à l'acte une fois libéré et adulte. Quelques chiffres. Le tueur ou la tueuse en série commence généralement sa série de meurtres avant la trentaine et rares sont ceux et celles qui commencent à tuer après la cinquantaine, même si ça arrive. Leur taux est en diminution aux États-Unis avec un pic dans les années 70, 80 et 90. En effet, dans les années 70, on avait 605 tueurs en série, dans les années 80, 768 tueurs en série, et dans les années 90, 669 répertoriés. On suit une tendance similaire dans le reste du monde, bien qu'une stagnation s'opère en Europe. Si la majorité des tueurs en série étaient blancs dans les années 80 à 1990, il semble qu'ils soient de majorité noire depuis 1990, 59,8% en 2010 selon l'université de Radford. Les femmes représentent une population de 8% de tueuses pour 92% d'hommes. La moyenne du tueur en série est de 5 victimes et plus avant de se faire appréhender par la police. Très peu sont nécrophiles, 10%, et selon Ressler et Ali, 69% des tueurs en série ont connu une enfance marquée par l'alcool ou la drogue chez l'un de leurs parents proches. Le père était absent du foyer dans 47% des cas, et le nouveau conjoint de la mère ne parvenait pas à établir une image positive masculine. Parmi les pays qui détiennent le record en termes de tueurs en série, nous trouverons en premier les États-Unis, en 2 le Royaume-Uni, en 3 l'Afrique du Sud, en 4 le Canada, en 5 l'Italie. La France arrive en 11e position, toujours selon les chiffres de l'université de Radford en 2010. Parmi les victimes, on compte une majorité de femmes, 51% pour 49% d'hommes. Les victimes sont à 67% blanches, avec un âge médian de 29 ans, toutes victimes confondues. Aux États-Unis, l'État qui recoupe le plus de tueurs en série est la Californie, suivi du Texas et de la Floride. Le Dakota du Sud est la région la plus tranquille avec seulement 7 tueurs en série recensés, si on peut dire.
Le tir et la strangulation sont les deux méthodes les plus utilisées pour tuer les victimes, suivies de l'étouffement. Et les 2/3 des tueurs sont dits organisés ou mixtes. La typologie des tueurs en série. Ils sont rangés en 3 catégories que l'on nomme organisés, désorganisés et mixtes. C'est le meurtrier lui-même et son comportement qui vont définir tout d'abord le classement dans cette catégorie, suivi par la scène de crime primaire, c'est-à-dire le lieu du meurtre, secondaire, le lieu où sera retrouvé le corps, et la méthode utilisée pour tuer. Le tueur en série organisé. Il paraît comme monsieur et madame tout le monde et se fond parfaitement dans le décor. Certains sont engagés dans des associations, en politique, dans la vie du voisinage, etc. Ils sont en général respectés par leur entourage qui ne les soupçonne pas du tout. Certains ont une vie sociale active, mais pas tous. Le tueur en série organisé a un quotient intellectuel plutôt élevé et au minimum moyen. Il exerce un métier et a une vie plutôt stable. La plupart sont mariés ou avec quelqu'un dans leur vie, une petite amie, une mère, un père ou un enfant. Ils n'ont pas de problème sexuel reconnu ou celui-ci est dissimulé. Ils possèdent une voiture, ce qui leur permet de se déplacer. Souvent, ils étaient l'aîné de la famille ou étaient l'enfant unique. Leur foyer était souvent empreint d'une éducation plutôt rigoureuse. La mère était souvent le chef de famille, soit parce que le père a fini par partir, soit parce qu'il était déficient dans son rôle de parent. Le tueur en série organisé planifie ses crimes. Il ne connaît pas ses victimes et tue dans un secteur étendu, mais sélectionne ses proies par âge, race, métier ou sexe. Il ne tue pas sous l'effet d'une impulsion, il a préparé son meurtre et réfléchit à la manière de procéder à celui-ci. Son passage à l'acte va advenir sous le coup d'un événement particulier, souvent provoqué par un stress intense, une perte d'un emploi, un divorce, une séparation ou la mort d'un parent. Le tueur organisé va avoir à cœur de retrouver la teneur de son fantasme à travers les morts qu'il donne. Il va se maîtriser lors du passage à l'acte et se fait un rituel de préparation qui peut prendre plusieurs heures et qu'il voudra retrouver par la suite en termes émotionnels. La scène du crime sera soignée avec des indices rares laissés sur place. L'arme du crime en général ne sera pas retrouvée. La victime sera cachée, enterrée afin de retarder sa découverte. Les actes de violence seront commis avant la mort de la victime et non après sur le cadavre, même s'il arrive que certains retournent sur le lieu où le corps a été enterré pour vivre les émotions du meurtre et ou avoir une relation avec le cadavre, comme Gary Ridgway. Après son meurtre, le tueur retournera sa vie comme si de rien n'était, avant de planifier son assassinat suivant. Certains cherchent à se rapprocher des médias ou de la police pour avoir des infos sur l'avancée de l'enquête les concernant. Le tueur désorganisé. C'est un tueur qui est plutôt isolé socialement avec un QI moyen ou en dessous de la moyenne. Il a très peu de contacts et n'a pas ou peu de relations sexuelles. S'il travaille, il habite près de son emploi, souvent peu qualifié, et se déplace très peu. Il est souvent socialement immature. Ses meurtres se déroulent dans un secteur proche de son domicile en général. Il a pu connaître une enfance très disciplinaire, tout comme le tueur organisé, mais contrairement à lui, sera plutôt le cadet de la fratrie. Les parents ont eu une vie instable et souvent le père a eu un travail en dents de scie, voire pas du tout. La mère et le fils n'ont pas eu de relation proche. Le tueur désorganisé est souvent en proie à une addiction, l'alcool, la drogue, et il souffre de problèmes mentaux. Il peut avoir eu un épisode de BDA, c'est-à-dire une bouffée délirante aiguë, qui s'est transformée par la suite en schizophrénie de type paranoïde. Son premier meurtre est souvent spontané et non prémédité. Ses victimes peuvent être connues, mais en général sont inconnues et n'ont rien en commun. Il a peu de contact avec sa victime et la tue rapidement et avec violence. Il prend comme arme ce qu'il a sous la main et peut en changer durant sa série sans avoir un modus operandi précis. La victime est souvent retrouvée sur le lieu du meurtre et rarement dissimulée. La scène de crime présente plusieurs indices. Un tueur en série peut cependant naviguer d'une catégorie à une autre. On dira alors qu'il est mixte. Le tueur en série mixte. C'est lorsque les caractéristiques des meurtres diffèrent dans leur mode et qu'elles ne suivent pas le schéma habituel de la série, passant de crimes organisés à désorganisés, que cette catégorie sera utilisée. Il peut aussi associer les caractéristiques de l'un, être en proie à une addiction par exemple, mais aussi de l'autre, avoir une vie sociale forte et être parfaitement intégré. Les chercheurs Holmes et Debberger rajoutent 4 types de tueurs en série. Le dominateur, celui qui aime le contrôle et la domination et décide la date de la mort de sa victime. Le missionnaire, qui se croit en mission et tue une catégorie de personnes précises, l'hédoniste, qui aime le plaisir, la luxure qui est au cœur de ses meurtres, et le visionnaire qui tue sous l'effet de vision ou de voix qui lui dicte de commettre un meurtre. La personnalité du tueur en série. Celui-ci souffre souvent de troubles de la personnalité antisociale avec une carence affective importante durant l'enfance,
et des problèmes socio-économiques qui vont venir se greffer durant ou par la suite. Le tueur psychopathe est une personne agressive, insouciante, qui ne ressent pas le remords, n'a pas peur et se montre cruel. Il agit sous le coup de ses impulsions et de ses envies immédiates. On peut définir ce genre de tueurs comme étant des psychopathes mixtes. Certains pourront ressentir des remords, être en proie à des troubles émotionnels et faire des actes répétitifs, mais ils auront souvent une attitude d'imitation aux stimuli des sentiments que les autres leur renvoient, c'est-à-dire l'amour, la tendresse, l'anxiété, ce qui les rend très difficilement détectables. Le tueur en série dépersonnalise. Il chosifie sa victime, ce qui lui permet de tuer sans ressentir la moindre émotion pour l'être humain qui est en face de lui. Il ne l'aperçoit que comme quelqu'un d'insignifiant, voire un déchet, ou peut lui apposer une identification qu'il choisira lui-même, opérant son clivage qui pourra s'accentuer au fil des meurtres. Certains tueurs en série sont de grands manipulateurs, d'autres se montrent particulièrement sadiques, et d'autres encore se prennent pour des sauveurs altruistes. En conclusion, si l'on peut donner des caractéristiques aux tueurs en série, certains peuvent naviguer d'une catégorie à l'autre, rendant leur identification plus difficile, que ce soit dans leur manière d'appréhender leur meurtre, leur psychologie, le passage à l'acte et l'après. De nombreuses recherches restent donc à mener dans ce domaine, que ce soit au niveau criminogène, anthropologique ou social. Les conditions environnementales et sociologiques étant en perpétuelles évolutions, celles-ci peuvent impacter la genèse et la forme du passage à l'acte du tueur en série qui pourra lui aussi évoluer. Si vous avez aimé cet édito, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de partager sur les réseaux sociaux afin de nous faire connaître et de vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt sur le site www.psycho-criminologie.com.